Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. À travers notre réseau de diffusion composé de 75 radios à travers le Mali et 3 télévisions, vous suivez le Grand Dialogue. Et aujourd'hui, nous parlons de G5 Sahel. Pourquoi l'opérationnalisation de cette force est-elle difficile? Et nos invités sont Boubacar Bokoum, politologue, Anissé Alamadjigaï, directeur général adjoint du cabinet Gaïa, et Mamadou Diouara, sociologue au téléphone. Je suis Mouhamadou Touré. Chers invités, auditeurs et téléspectateurs, et vous qui nous suivez en direct sur Facebook, bonsoir à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. On parle de G5 Sahel, une force qui intervient au Mali pour contribuer à la sécurisation du territoire malien. Aujourd'hui, pourquoi cette force a des difficultés à devenir opérationnelle? En fait, il faut d'abord comprendre qu'à l'origine de la création de la force G5 Sahel, déjà, la création a posé problème parce que le Sahel, ce n'est pas que 5 États. Donc déjà, à ce niveau, je pense qu'on a tapé un peu à côté. Il fallait peut-être élargir le G5 au moins à 13 pays du Sahel qui allaient inclure éventuellement le Nigeria. Donc le fait qu'aujourd'hui, on soit dans une structure minimale de 5 États qui sont supposés être le cordon, la partie sensible de ce mouvement d'insécurité au Sahel aujourd'hui pose énormément de difficultés. Donc déjà dans le concept, il aurait fallu élargir à tous les États qui constituent le Sahel. Donc ça allait donner une certaine synergie d'action pour effectivement bouter l'insécurité. Le deuxième aspect, c'est qu'aujourd'hui, le Mali, qui est le ventre mou du système sécuritaire aujourd'hui, n'a pas su prendre le leadership. Aujourd'hui, c'est le Mali qui aurait dû tirer les autres États parce que le problème, au départ, le centre de cette guerre, c'était le Mali. Ensuite, tellement nous n'avons pas su trouver des réponses adéquates et prendre le leadership de toute cette opération, cela a fait qu'aujourd'hui, il y a une dispersion, il y a un manque de cohésion et de cohérence au sein même du G5. Et au niveau du financement, ça pose d'énormes difficultés parce qu'aujourd'hui, les États eux-mêmes n'ont pas été capables d'apporter leur quote-part nécessaire pour le financement de l'opération. Et ensuite, dans l'opérationnalisation, le concept, il n'est pas approprié aujourd'hui à la nouvelle forme d'insécurité qui est en train de s'installer. D'accord. Anissé, à votre avis, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui retarde l'opérationnalisation de cette force G5 Sahel? Bien, merci. Nous, au niveau du cabinet Gaïa, la question du G5 Sahel, c'est une question qui nous préoccupe à plusieurs titres et nous l'analysons sur 3 segments. Le premier segment, d'abord, on pose la question en termes de plateau de collaboration, c'est-à-dire les acteurs qui se mettent ensemble pour coproduire la sécurité, pour coproduire le développement, parce que ce sont sur ces 2 aspects que le G5 Sahel a été mis en place. Nous analysons aussi sous le segment du marché de partenariat, du moment où, à l'interne, c'est-à-dire sur le plateau de la collaboration, on n'est pas capable de supporter toutes les charges qui sont liées aux engagements qui sont les nôtres, on serait amené à aller sur le marché de partenariat. Et aller sur le marché de partenariat nous demande de vendre certaines choses. Nous y partons pour vendre notre pauvreté, parce qu'on s'est dit qu'on est pauvre, on n'a pas les moyens nécessaires pour supporter tout ce qui est lié à l'opération de la sécurité, à l'opération du développement. Nous partons vendre aussi la sécurité, parce que nous nous prenons comme des victimes. Nous pensons que nous sommes des victimes, et c'est ce qui est réel d'ailleurs, les victimes directes de l'opération de la Libye, qui a fait déverser beaucoup d'acteurs nouveaux dans le Sahel, mais qui a aussi occasionné la circulation massive des armes légères et armes de guerre. Et sur ce plateau, nous partons aussi pour vendre, n'est-ce pas, l'humanité. On s'est dit que les questions liées à la sécurité, ce sont des questions qui sont transversales et qui touchent qui touchent tout le monde en réalité, parce que si nous prenons seulement les grandes guerres qui se sont passées, elles se sont
elles se sont déroulées d'abord en partant des situations qui sont mineures, mais qui finalement se sont dégénérées. Donc, on informe au monde que nous sommes un noyau de situations qui peut dégénérer en un grand conflit mondial. Et donc, nous appelons l'humanité des autres pour nous accompagner dans la construction de ces réponses-là. Nous partons aussi pour vendre en réalité des choses que nous ne disons pas, parce que dès lors que nous présentons cela et que les partenaires achètent, ils n'achètent pas seulement notre pauvreté, ils n'achètent pas seulement l'humanité que nous vendons, ils n'achètent pas seulement la construction de la sécurité que nous vendons, mais ils achètent aussi et surtout notre souveraineté, en quelque sorte. Ils achètent aussi des privilèges, mais ils achètent aussi des ressources que nous disposons ici, parce que nous sommes le Sahel, nous sommes le poumon de beaucoup d'énergie, de beaucoup de ressources naturelles qui sont de nature à amener les autres sur le champ de convoitise. Dans ce cas, la question qui se pose, c'est sommes-nous réellement pauvres? Point d'interrogation. La pauvreté, c'est une question qui peut se définir sous plusieurs angles. Mais j'avoue ici que la position que je défends, c'est ce que nous vendons aux autres pour demander leur partenariat. On leur dit qu'on n'a pas les moyens, en réalité, mais en réalité, on n'a pas de moyens, on a des moyens. Et je peux aussi développer comment on peut lever des fonds à notre niveau, tout simplement pour supporter nos charges. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui retarde même? Ce qui retarde, c'est justement ce plateau-là dont je parle, le plateau de collaboration. Nous sommes plusieurs acteurs. Les 5 États qui se sont mis ensemble, qui ne représentent pas forcément le Sahel réel. Et ces États se mettent ensemble avec des cultures de gouvernance qui peuvent différer d'un pays à un autre. Ils mettent ensemble des militaires qui sont aussi des hommes avec des cultures de guerre et des expériences diversifiées qui sont aussi à mettre ensemble. Donc, il y a un défi de collaboration des hommes à ce niveau. Ce sont des États aussi qui ont leur réalité, qui ont des enjeux à défendre vis-à-vis des partenaires extérieurs. Certains mettent les pieds pour regarder comment ça peut se passer dans ce G5 Sahel, sans toutefois que leur position dans le G5 Sahel n'alterne aussi leur position avec les autres partenaires. Donc il y a un enjeu aussi de collaboration avec l'extérieur qui se joue à ce niveau. Qu'est-ce que j'y gagne en partant, en mettant des moyens, en partant avec les ressources mobilisées dans mon pays pour déverser dans cette communauté? Qu'est-ce que j'y gagne? Ça aussi, c'est une question. Mais on parle de leadership, le doyen l'a évoqué ici. Il est question de trouver le leadership qui puisse homogénéiser en quelque sorte toutes ces forces qu'on va mettre ensemble. Est-ce qu'il faut mettre des contingents qui vont rester avec leur micro-autonomie en quelque sorte, où chacun relève du commandement de son pays, mais que folkloriquement on est ensemble, ou bien est-ce qu'on est en train d'aller véritablement vers une construction d'une homogénéité de forces de la communauté? Et c'est là que les questions fondamentales se jouent en réalité. Blocage. Donc, la grosse difficulté, c'est notamment cette difficulté de coordination, c'est cette difficulté de leadership qui pourra tirer les autres vers l'idéal qu'on s'est fixé ensemble, mais nous tenons quand même à saluer l'avancée jusqu'à présent, parce qu'ils sont partis d'abord des réflexions pour arriver à la matérialisation, même si l'opérationnalisation reste un défi majeur que nous décrions aujourd'hui. D'accord. Mamadou Diawara, aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui ne marche pas avec la force G5 Sahel? Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de saluer mes co-débatteurs ainsi que ceux qui nous écoutent et qui nous suivent. Je pense qu'il y a 2 dimensions importantes qui ont été soulevées par mes prédécesseurs. Le premier, je crois que beaucoup m'ont parlé de la vision restreinte du Sahel qui ne colle pas avec la réalité. Après, Anissé a parlé du défi de la coordination et aussi de la mobilisation des ressources propres pour pouvoir matérialiser. Les 2 approches me semblent être des pans complémentaires de la question. Il y a un 3e pan qu'il faut prendre en compte. Ce 3e pan, c'est que la sécurité est un service. À ce titre, il est délivré au bénéfice d'une population. On ne peut pas construire une réponse à un besoin de quelqu'un sans en amont évaluer
quelle est sa propre perception de ce besoin. C'est-à-dire que le G5 Sahel est devenu une solution top-down, donc une solution qui tombe d'en haut vers le bas, puis à une échelle politique très élevée, entre chefs d'État, accompagnés par des partenaires extérieurs, pour descendre à l'échelle locale. Mais en amont, eh bien, il n'y a pas eu ce travail d'association des communautés locales du Sahel pour identifier, évaluer leur véritable perception de ce besoin sécuritaire, identifier les priorités sécuritaires pour ces populations et analyser comment ces populations peuvent être impliquées dans la construction de la réponse et la matérialisation de cette réponse. De mon point de vue, ceci engendre plusieurs insuffisances. La première insuffisance que ça engendre, c'est d'abord l'inadaptation de la réponse aux réalités du terrain, et ça se constate sur le terrain. La deuxième chose, c'est la difficile collaboration des communautés locales avec la force du G5 Sahel, collaboration pourtant indispensable à la réussite de sa mission. Et en dehors de ça, l'autre problème qui existe, et je pense qu'Anissé a suffisamment traité la question, c'est que nous avons une force conjointe. Cette force conjointe est un bras armé, mais ce bras armé doit être mis en mouvement par une tête pensante. Cette tête pensante est censée être un niveau de coordination politique. Mais comme Anissé l'a si bien dit, chaque État a sa politique, a ses orientations, a ses priorités. Certes, nous avons en commun un problème, mais cela n'enlève en rien le fait que chaque État a ses propres priorités stratégiques. Maintenant, si on n'arrive pas à créer une unité politique cohérente qui va commander la force conjointe, on va avoir qu'on appelle ça un amas d'armées, donc 5 armées cohabitantes, avec des cultures militaires, comme il l'a dit, différentes, avec des moyens opérationnels différents et avec, n'est-ce pas, des priorités différentes. Ce qui va rendre difficile la coordination militaire et donc qui va altérer l'effectivité du travail qui doit se faire en rapport avec les résultats à atteindre. D'accord, Monsieur Bokoum, vous avez parlé de manque de cohésion et de cohérence. De quoi voulez-vous parler concrètement? Déjà, au niveau de l'opérationnalisation, il faut une doctrine militaire, il faut un concept. Je les concède la diversité des différentes armées et tout ce qui va avec, mais c'est des détails par rapport à une opération. Parce que de façon basique, tous ces pays ont reçu des formations militaires et savent c'est quoi une hiérarchie. Donc la réalité est aujourd'hui, si le Mali avait pris le leadership de ce G5 aujourd'hui, c'est que la doctrine, la tactique et la stratégie qui doit être déployée sur le terrain est dictée par cette hiérarchie. Et toutes les armées qui font la composante de ce groupement s'y plieront. C'est ça la réalité. Donc si à ce niveau, nous n'avons aucun moyen, et ce n'est pas seulement que le G5, quand vous regardez aujourd'hui l'insécurité globale que nous avons au Mali, avec combien de militaires sur le terrain, l'armée malienne, les FAMA, le G5 Sahel, Barkhane, MINUSMA, et malgré tout, les attaques continuent, on est dans une insécurité perpétuelle. Donc ça veut dire qu'à un certain niveau, il faut une coordination, une adéquation avec une vision claire. Aujourd'hui, c'est le Mali qui est frappé au centre. Donc, qu'on dise qu'il y a des attaques au Burkina, dans les autres pays, c'est vrai, mais le problème est parti à la base du Mali. Donc, nous sommes censés être les leaders de ce groupe. Donc, nous devrions être à mesure de définir les stratégies qu'il faut mettre en place pour combattre ce phénomène. Et les autres viennent et on l'étend. Donc, il faut une vision. Donc, si nous n'avons pas une vision et que chacun doit évoluer comme il l'entend, sur le terrain et que les armées qui viennent des autres pays se sentent sous le commandement externe. Donc,
forcément, vous avez un dysfonctionnement. Parce que si chacun doit évoluer suivant sa philosophie, sa culture locale ou la vision de son pays, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas de la vision d'un pays qu'on parle. Aujourd'hui, si le Tchad est là, ce n'est pas la vision de la gouvernance du Tchad qu'on parle. Si un pays comme le Burkina est là, ce n'est pas de la vision du Burkina que l'on parle. On parle d'une vision pour sécuriser une zone bien définie, à laquelle effectivement une étude a été faite en amont. Notamment, c'est de ça que Diawara parlait. Ça veut dire que le G5 Sahel même est sorti du chapeau des chefs d'État et qu'à la base, cette étude de fond et cette adéquation qui devrait être faite en amont, l'étude réelle des besoins des populations et comment il faut sécuriser les populations, cela n'a pas été fait en amont. Donc, de facto, c'est un système qui a été réfléchi par le sommet sans tenir compte réellement des réalités sur le terrain. Donc, du coup, forcément, c'est un échec. Donc, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est le Mali qui devrait garder le commandement du G5 Sahel? Mais absolument que c'est le Mali qui devrait le garder. Parce que la réalité, c'est quoi? Ce n'est pas... Les gens, ils sont dans des petits commérages où on pense que c'est un autre pays parce qu'il a telle force ou c'est un autre apport. Comme il a dit, c'est une co-entreprise. Mais la co-entreprise dont nous parlons aujourd'hui, le vrai problème, c'est le Mali. Donc aujourd'hui, quand tu prends le problème sécuritaire, tel que nous le vivons aujourd'hui, le gros se joue au Mali, donc sur notre territoire. Et le gros problème, c'est que dans la logique, c'est l'État du Mali, avec les FAMA, que ça devrait se jouer. C'est à nous de nous occuper de notre sécurité et de booster l'ennemi de nos territoires. C'est ça la réalité. Maintenant, les autres viennent pour nous aider. Mais si nous-mêmes, nous n'avons pas de vision, nous n'avons pas de méthode, nous n'avons aucun élément qui puisse nous permettre de dire à nos autres collègues de nous aider, donc forcément, nous partons à un échec. Donc si nous ne parvenons pas à intégrer ce leadership, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a de l'effritement et il y a l'élargissement du conflit. Parce que le fait que la coordination, elle est mal faite, le fait qu'on ne parvienne pas à endiguer cette insécurité, elle déborde. Donc finalement, on s'est retrouvé avec le Burkina et certains d'autres pays voisins qui sont en train aussi de subir les effets collatéraux de cette crise qui finalement a débordé. Donc aujourd'hui, on se trouve dans une situation où effectivement, ce n'est plus que le Mali. C'est d'autres pays de la sous-région aussi qui sont touchés. Mais si nous n'avons pas de cohérence, de vision, il ne s'agit pas de dire que le Mali impose sa vision aux autres pays. Non. Il s'agit de dire que le problème, ça se joue sur notre espace. Ça veut dire que nous avons conscience des enjeux du problème. Ça veut dire que nous avons des idées, nous avons des militaires compétents, nous avons une vision de comment nous voulons résoudre le problème. Donc, en ce moment, les autres apportent aussi leurs expertises et on met en place une coordination qui est capable de respecter une hiérarchie opérationnelle. Mais si chacun doit évoluer dans son petit secteur, j'avoue que ça va dans tous les sens. D'accord. Anissé, est-ce que vous êtes d'accord avec Bokoum par rapport au commandement qui devrait rester entre les mains du Mali? Personnellement, je n'ai pas de souci pour ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est stratégique. La stratégie que le G5 Sahel adopte aujourd'hui, c'est de partir du Mali pour sécuriser le Sahel. Alors, si on doit partir du Mali pour sécuriser le Sahel, il faut bien aller avec les acteurs locaux, les acteurs nationaux au niveau du Mali qui comprennent, qui maîtrisent mieux le terrain, qui maîtrisent mieux aussi les zones de circulation en réalité de ces acteurs d'insécurité. Donc, aller avec les acteurs maliens au centre et partir du Mali pour sécuriser le Sahel, je pense que c'est une meilleure stratégie. Je voudrais poursuivre un peu dans ce qu'il avait aussi ébauché. Si nous allons nous mettre ensemble dans le G5 Sahel pour sécuriser le G5 Sahel et que nous allons opter pour une stratégie où chacun va rester maître dans son coin, c'est qu'on n'a rien fait en réalité. Parce que nous existons déjà comme ça chez nous. Chacun existe chez lui avec une force militaire nationale définie. Et donc, si on part ensemble et qu'on n'est pas capable d'homogénéiser cette force-là, on n'a rien fait de nouveau, en réalité. J'apprécie bien l'approche que le G5 Sahel a adoptée, surtout en partant d'une analyse de fond par rapport aux questions de jeunesse.
En 2016, les ministres de la jeunesse et des sports du G5 Sahel se sont réunis ici à Bamako pour réfléchir sur comment intégrer la dimension jeunesse dans l'approche du G5 Sahel, sachant bien que les jeunes constituent aussi bien des victimes que des acteurs de premier rang, ceux qui sont facilement manipulables dans ce jeu-là. Et ils ont développé cet idéal-là qui consisterait à aller vers une étude en profondeur dans les différents pays pour collecter les aspirations des jeunes, pour collecter aussi les besoins réels pour pouvoir répondre efficacement aux deux segments de l'intervention du G5 Sahel. Malgré cela, pourquoi selon vous, Diawara et Bokoum pensent que le G5 Sahel aujourd'hui ne répond pas aux attentes? Vous voyez, les actions sont toujours éloquentes et ainsi les actions sont posées. On n'en arriverait pas à ce débat qui est posé de cette nature-là. Ils sont inefficaces tout simplement. Les bases de réflexion sont posées dans les hôtels, mais sur le terrain, ça ne passe pas. Ça n'évolue pas. C'est là où le bas blesse en réalité. Diawara, est-ce que vous êtes d'accord avec Bokoum qui pense qu'aujourd'hui, on peut constater que cette force G5 Sahel est en échec? Alors, je pense qu'il est tôt pour dire que c'est un échec. C'est une marche qui commence avec des difficultés. En général, les grandes initiatives se butent toujours à des difficultés pour commencer. Mais en tant qu'intellectuel, on est obligé de constater des défaillances majeures qui expliquent en partie cette on va dire, inamovibilité, quoi. Que le G5 Sahel présente. Je suis d'accord avec ce que Anissé a développé tout à l'heure. En réalité, si nous devons garder nos dispositifs des différents pays tels quels, on n'a vraiment pas fait quelque chose de nouveau. Il faut qu'on soit capable de créer une réponse homogène. Mais la construction de cette réponse homogène, elle doit se faire en s'appuyant sur d'abord la construction d'une conception homogène de la situation sécuritaire et d'une cohérence dans la priorisation des besoins sécuritaires. Parce que la situation ne se présente pas de la même manière dans un pays que dans l'autre. Pour revenir un peu à ce que Bokoum disait tout à l'heure, effectivement, le problème en partie est au Mali. C'est pourquoi d'ailleurs, comme Anissé l'a rappelé, on veut construire la sécurité au Sahel en partant du Mali. Toutefois, il faut se rappeler que le problème au Mali a migré de la Libye pour venir ici. En traversant au passage le Niger et en côtoyant l'Algérie. Il faut également se rappeler que la plupart des attaques qui viennent dans le centre du Mali nous viennent de la Mauritanie. Et nous savons que c'est un terreau aujourd'hui favorable pour l'installation des terroristes. Et ils passent là-bas pour pouvoir opérer un peu partout. On sait également les accointances qu'il y a entre ces acteurs et les gens du Sahara occidental. Voyez-vous, on sait également que l'Algérie est quand même le pays qui avait abrité pendant longtemps, qui a connu le terrorisme pendant longtemps avant de trouver le fameux pacte qui a permis que ceux qui renoncent à la violence reviennent dans l'armée et que les autres viennent se réfugier dans le nord du Mali. Donc aujourd'hui, il y a tout un ensemble d'éléments. Dans ce cas, Diawara, est-ce que cette collaboration entre les différents pays, est-ce que vous pensez que c'est une collaboration honnête? Alors, c'est difficile de notre niveau, à partir de notre niveau, de dire que c'est honnête ou que ce n'est pas honnête. Mais, comme Anissé l'a dit, la confiance dans la collaboration, elle se construit par étapes. Les gens veulent bien essayer de collaborer ensemble. Mais entre-temps, il faut s'assurer que l'autre aussi est sincère. Il faut aussi s'assurer que l'autre est gagnant. Parce qu'il y a un fond de rationalité. Quand on se met ensemble pour répondre à un besoin, il faudrait que rationnellement, vous apportez une valeur ajoutée significative. Parce que ça peut agir aussi sur d'autres alliances qu'on a avec d'autres acteurs ailleurs. Mais ce sur quoi j'étais avant que vous m'interrogiez sur cette question, en me permettant de revenir là-dessus rapidement. Allez-y. Vous savez, on a quand même, le Sahel est encerclé. On a des voisins qui ne sont pas aussi en paix.
J'ai apprécié quand beaucoup m'ont parlé du Nigeria, parce que l'un des gros problèmes qu'on a ici du terrorisme nous vient du Nigeria avec Boko Haram. Vous vous rappellerez qu'en 2012, Boko Haram faisait partie des troupes qui sont rentrées lors de la prise des régions du Nord et qui ont même enlevé, qu'on appelle ça, l'ambassadeur d'Algérie. Donc, c'est les acteurs qui sont là. On a à côté de nous la Côte d'Ivoire qui a connu 10 ans de crise. Et après ces 10 ans de crise qui assurent les bras, des centaines, voire des milliers de combattants qui ne peuvent pas prendre en charge et qui continuent de circuler entre les pays parce qu'on a des communautés de part et d'autre des frontières qui ont été impliquées dans ces crises. Et ces communautés sont à la fois en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina. Quand on construit le G5 Sahel avec le Mali, le Burkina et les autres sans la Côte d'Ivoire, eh bien, il y a un point important du problème qu'on ne prend pas en compte et qui risque de nous revenir en pleine figure. Voyez-vous? Donc, on a également, comme je l'expliquais tout à l'heure, le Sahara occidental qui n'est pas loin, et qui a toujours transité par la Mauritanie pour amener des armes dans la région de Caille et dans une partie du centre du Mali. Donc, bref, on a un certain nombre de voisins autour de nous avec lesquels il est essentiel non seulement de définir la sociologie, la dynamique sociologique des acteurs de la violence, c'est-à-dire en termes de circulation des armes, en termes d'appartenance au conflit du point de vue communautaire et en termes d'appui stratégique qu'on obtient de part et d'autre. Quand on ne comprend pas dans l'ensemble de la dimension cette réalité, eh bien, on va biaiser notre compréhension de la chose et la réponse qu'on va apporter risque de ne pas être adaptée. C'est pourquoi, au départ, j'ai parlé d'un assessment vraiment approfondi qui définirait les besoins à partir de quoi on construit la réponse. Et comme beaucoup m'ont parlé de doctrine militaire. Maintenant, le dernier point sur lequel je voudrais intervenir, c'est la question du leadership. Je suis d'accord que le commandement militaire peut être porté par le Mali, parce que d'abord la force est basée au Mali, donc c'est sur le terrain du Mali. Si quelqu'un maîtrise ce terrain, c'est d'abord les Maliens, mais aussi même en termes de souveraineté, c'est extrêmement important que là où ça se situe, que ça puisse être piloté par les Maliens. Mais encore une fois, le leadership n'est pas apporté par un pays en tant que tel. Il faut qu'on sorte de la conception pays pour aller dans une conception Sahel. Comprendre le Sahel comme un espace, comprendre cet espace comme un espace politique et construire une autorité politique conjointe qui assure un leadership politique conjoint. Et en ce moment, la force militaire sera correctement utilisée pour répondre à des besoins qui auront été identifiés par une autorité conjointe du point de vue politique, mais qui s'inspire d'un assessment effectif des besoins des populations de cet espace-là sur le terrain. Et quand je parle de population, je parle des communautés, je parle également de tous ceux qui, autour de ces espaces-là, interagissent avec les communautés dans les axes économiques et qui sont alimentés par la question de l'insécurité. D'accord. Est-ce que ces populations même se reconnaissent dans cette force du G5 Sahel, Bokoum? Avant de répondre à cette question, je me réjouis déjà que M. Diawara ait accepté l'échec sans utiliser le mot échec. Je suis très ravi parce que... du coup, l'analyse qu'il a fait ressortir, elle est très pertinente du point de vue déjà de l'échec de cette coordination, du manque d'études réelles. Tous les aspects que M. Diawara vient d'évoquer tout à l'heure auraient dû être prise en compte par le G5 Sahel, par les chefs d'État, même pas le G5 Sahel, par les chefs d'État avant d'aller déjà à la création d'une structure chargée de sécuriser le Sahel. Donc cette étude, on aurait dû la mener en amont. Elle a été très mal faite. Ou je ne sais pas si elle a été faite. Alors, déjà, la communauté, dans le principe même de la gouvernance de nos États africains, la communauté, elle n'est pas prise en compte en réalité. Chaque fois, la gouvernance, elle est à la verticale. On ne respecte pas le principe de l'écoute de la base vers le sommet. Tout de suite, M. Anissé a parlé d'une rencontre avec les jeunes. Mais en fait, je suis désolé de le dire, c'est du folklore tout ça. La problématique de la jeunesse africaine, elle est connue.
on n'est pas suffisamment bien formé, ou quand on est formé, on n'a pas d'emploi, les jeunes sont obligés d'aller mourir dans la mer ou dans le Sahara. C'est connu, c'est un problème économique. Donc aujourd'hui, quand les chefs d'État n'ont pas le courage de reconnaître que cette guerre est une guerre économique, et que la géostratégie et la géopolitique qui consiste à prendre cette guerre sous l'angle économique, qui permettent effectivement à tous ces pays qui vont être des co-acteurs de cette sécurité à un moment donné, il y a un problème de financement en amont, il y a un problème de gagner, il y a du gain. Il a parlé tantôt des ressources. Donc, l'inadéquation entre le fait que nous soyons d'un côté suffisamment riches en ressources naturelles, alors que tout le monde sait que l'économie mondiale est gérée par les capacités de réserve en or, en minerais et autres, pour générer et réguler le flux financier. Et comment vous pouvez comprendre que l'Afrique aujourd'hui, qui se trouve être un scandale géologique, se trouve en termes d'indice de développement humain parmi les derniers de la planète? Donc, il y a un souci. Donc, tous ces déséquilibres, et que aujourd'hui, quand vous regardez les pays comme les États-Unis, un pays comme la France qui vont dans le Golfe pour aller sécuriser les pétroliers et tout ça, mais c'est une guerre économique. Quand Areva a été attaqué, des mirages ont quitté, si j'ai bonne mémoire, le Tchad, et quelques pays où quelques bases, la logistique française était basée pour aller défendre. Donc en réalité, tous les États, aujourd'hui, défendent leur intérêt économique. Donc la guerre, elle n'est plus une guerre classique, une guerre purement de guerre militaire pour aller défendre un espace territorial en tant que tel que nous avons connu il y a quelques décennies ou quelques années. Donc dans ce combat, est-ce qu'ils ont oublié les populations ou est-ce qu'ils se désintéressent des populations? Mais ils n'en ont pas conscience parce que dans la stratégie de gouvernance de nos chefs d'État, ils n'ont pas compris que l'économie se trouve être le nerf de la guerre. Et si toutefois tu as un pays qui se porte bien économiquement, aujourd'hui je prends l'exemple du Mali, sans rentrer dans tous les États du Sahel, aujourd'hui si le Mali profitait juste de quelques mines d'or qui sont exploitées sur notre espace aujourd'hui, est-ce que nos jeunes saracolés vont se retrouver dans la mer? Je ne pense pas. Ça veut dire que la manne que cette industrie minière aurait générée aurait dû créer de l'emploi, aurait dû créer des grandes écoles, aurait dû créer des grands centres hospitaliers dans lesquels beaucoup de chefs d'État pourraient venir se faire soigner au Mali. Pourquoi pas? Mais si déjà nous n'avons pas la maîtrise de notre économie, donc ça veut dire que tous les autres paramètres, nous les perdons de vue. Parce que quand vous parlez de formation, vous parlez d'éducation, vous parlez d'intégration, tout cela nécessite quand même une manne financière. Et donc la base, fondamentalement, c'est l'économie. Donc on crée une armée pour généralement soutenir les intérêts économiques. Et c'est ce que tous les États font. Mais nous, on est dans une logique où nous avons des armées pléthoriques qui répondent aux réalités classiques des armées des années 60, qui sont encore statiques. Et aujourd'hui, même le G5, quand vous observez bien, c'est un groupement immobile. Tactiquement, ils ne sont pas là. Ils sont dans un état stationnaire qui fait qu'aujourd'hui, ils fuient le terrain pour venir vouloir s'installer à Bamako, dans un quartier comme Badalabougou. Justement, c'est de l'aberration. Comment comprenez-vous que le G5 Sahel n'ait pas de base aujourd'hui et qu'elle veuille s'installer à Bamako et que les populations ne souhaitent pas et demandent qu'elle soit sur le terrain plutôt? Oui, c'est justement là-bas que le paradoxe se lie. Nous mettons en place une force pour la sécurisation de la population. Et si la population voit en cette force une menace, sa présence à sa proximité constitue une menace, c'est qu'il y a de quoi s'inquiéter. C'est qu'il y a un paradoxe. Et si cette force même se déplace d'une zone parce qu'elle a été attaquée pour... du peuple comme bouclier. Cela constitue en réalité une attestation de faiblesse. Si on se définit comme la force communautaire, on se fixe quelque part et après une frappe, on doit fuir pour aller s'installer sur un autre espace, alors que l'espace où on était, on y laisse encore des populations. Il y a un jeu de paradoxe qui se fait lire à ce niveau-là. Mais comme je le disais, cette communauté, on envisage de la construire, ce n'est pas parce que nous avons le Sahel en partage, mais
nous avons ce Sahel en partage et nous sommes conscients du fait que l'union fait la force, qui est d'ailleurs un adage très présent dans toutes les cultures et qui est une évidence. Mais on sait aussi que nos adversaires, sinon nos ennemis, sont ceux-là qui ont une liberté territoriale assez plus large. Les terroristes n'ont pas de limite territoriale. Et donc, ils peuvent nous attaquer ici et là avec une grande liberté. Pendant que nous campons sur nos souverainetés et nous empêchons la pénétration militaire des pays voisins chez nous pour une poursuite militaire. Et cette pratique-là ne nous a pas aidés, c'est pourquoi on veut se mettre ensemble. Donc quand on se met ensemble, il faut qu'on se fasse confiance. Maintenant, la question du G5 Sahel, son incapacité de prendre en charge les questions de sécurité, c'est aussi dû à la complexité même de ce jeu de sécurité ou bien d'insécurité qui se passe. Nous sommes en face des acteurs difficilement identifiables qui peuvent nous attaquer à tout moment et on ne les reconnaît que lorsqu'ils nous attaquent. Quand ils ne nous attaquent pas, ils sont en réalité des citoyens simples. Les prédécesseurs ont bien développé ici les enjeux que vous avez aussi constatés. C'est une question très complexe. Nous sommes en présence de personnes, je dirais, avec des cultures assez diversifiées. Est-ce que leur stratégie dépasse celle de nos autorités? Vous savez, nous nous mettons dans un jeu d'enjeux. Nos adversaires détiennent des moyens qu'ils utilisent pour opérer. Ces moyens-là, où est-ce qu'ils en trouvent? Est-ce qu'ils trouvent avec les mêmes partenaires qui sont les nôtres? Est-ce qu'ils trouvent avec d'autres partenaires? Et ces partenaires... Sont-ils mieux engagés que nos forces ou sont-ils mieux, équipés que nos forces? Équipés ou engagés, ce sont des questions qu'on ne peut pas trancher du coup. C'est-à-dire la force se mesure en fonction du défi en face. S'ils nous attaquent et qu'ils nous battent sur notre champ, c'est qu'ils sont plus forts en ce moment-là. Mais est-ce que si on doit évaluer les moyens que nous disposons en réalité en tant qu'État, est-ce que les individus simplement mis ensemble ont raison d'être plus forts que nous? C'est très paradoxal. Diawara, le financement, est-ce que ça va pouvoir changer quelque chose? On a parlé de problèmes de financement et le G5 Sahel devrait en avoir comme annoncé. Est-ce qu'aujourd'hui ce financement pourra changer quelque chose dans son opérationnalisation? Alors, certainement que le financement peut changer quelque chose. Parce que la guerre, c'est des moyens. Parce que agir, ça requiert des moyens. Quand on a plus de moyens, on a plus de possibilités. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi revenir à aux questions du point de vue réaliste. Quand je parlais tout à l'heure de la nécessité de construire une réponse politique conjointe, de façon concrète, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que le G5 Sahel doit être la résultante d'une politique sécuritaire pour le Sahel. Et cette politique sécuritaire doit être élaborée à l'échelle politique au haut sommet, mais de façon conjointe, fondée sur des besoins identifiés en amont de façon, de bas en haut. Tant qu'on ne sait pas où on veut aller, par quelle étape on doit passer, quels obstacles nous attendent et quelles mesures pour franchir chaque obstacle, eh bien, on peut avoir tous les moyens du monde et ça ne nous permettra pas nécessairement d'arriver où on va. Ça nous permettra sans doute de bouger, d'agir. Mais est-ce que ça nous amènera là où on veut aller? C'est là où toute la question se pose et c'est là où réside le plus grand défi, quoi. Donc, et d'autre part, c'est que ce fonds, il vient quand même d'un partenaire externe. Ce financement vient de l'extérieur, c'est dommage. Parce que, voyez-vous, déjà, nous, en 2011, on proposait déjà au niveau de l'UJPNA, on proposait aux États du Sahel de créer une taxe sur les communications qui serait prélevée sur les frais de communication de chaque citoyen des États du Sahel et qui serait une taxe pour la sécurité au Sahel que les citoyens vont supporter parce que c'est à leur bénéfice que la réponse sécuritaire est construite.
0,1 franc sur chaque communication de chaque citoyen de chaque État du Sahel. Mais pour que ce fonds, auto-renouvelable. Oui, pour que ce fonds puisse changer quelque chose, il faudrait également qu'il soit bien géré. Est-ce que c'est sûr que ce fonds ne va pas être détourné également? Bon, c'est là où il faut faire attention. Voyez-vous, on nous martèle tout le temps que non, l'Afrique c'est la corruption, on va détourner les fonds. C'est vrai, il y a la corruption en Afrique. Ça, personne ne peut le nier. Et moi, je fais partie en tout cas des militants de premier ordre contre la corruption au Mali. Toutefois, ceux-là qui nous accusent d'être des corrompus, qui d'entre eux, aujourd'hui, au haut sommet de la sphère politique, est à l'abri d'accusations ou de poursuites pour corruption? D'accord. On va parler de solutions maintenant. Alors, Bokoum... Tous ces gars sont pratiquement accusés de corruption. D'accord, Diawara. De Chirac jusqu'au gouvernement de Macron. Je reviens vers vous tout de suite par rapport aux solutions. Alors, Bokoum, aujourd'hui, vous parlez d'échec de cette force G5 Sahel. Faut-il éliminer cette force ou est-ce qu'il faut en créer une autre? Ou quelle est la solution pour que cette force G5 Sahel puisse combler les ententes? Non, je ne dirais pas qu'il faut éliminer cette force. Ça veut dire déjà qu'au sommet, il faut avoir une vision stratégique qui convienne à la situation. En réalité, le problème, si on prend le problème sous l'angle totalement militaire, on n'aura jamais de solution. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème qui se pose, c'est que le G5 Sahel lui-même ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire en réalité. La triste réalité est à ce niveau. Ils n'ont aucune vision, ils n'ont aucune solution par rapport à la sécurisation. C'est pourquoi ils ont quitté Sévaré pour venir s'installer à Bamako. Ils n'ont pas d'idée. Le vrai problème, il est là. Donc aujourd'hui, il faut recadrer. Qu'on se dise aujourd'hui, quand M. Anissé a parlé tantôt des djihadistes qui sont plus ou moins incolores, parce qu'ils se fondent dans la masse et tout ça. Mais ça veut dire qu'en réalité, la population locale avec laquelle ils sont fusionnés aujourd'hui, ce sont les autorités, par leur mauvaise gouvernance, ont permis à ces gens de se fondre dans la communauté parce que c'est eux la gouvernance que la population comprend. Parce qu'aujourd'hui, si l'État est incapable de redistribuer la justice, ces prétendus justiciers qui viennent avec une justice plus ou moins qui répond aux aspirations à un certain nombre d'équilibres que les gens recherchent à travers l'État qu'ils ne trouvent pas, donc ils se retrouvent parmi ces gens. D'accord. Et en quelques mots, comment changer cela? Non, il y a deux choses qu'il faut faire. Un, d'abord, il faut que le G5 Sahel soit relooké, qu'ils aient une nouvelle vision par rapport à la question d'ensemble de sécurité, qu'ils comprennent que ce n'est pas que militaire. Donc les fonds dont on a besoin aujourd'hui pour équiper le G5, ce n'est pas ça la solution. C'est des approches vers la population, comprendre la demande réelle, et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans beaucoup d'argent. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est qu'en termes d'équipement, il faut avoir une vision stratégique pour pouvoir déloger les djihadistes des poches qu'ils occupent. Ces poches, elles sont connues de tout le monde. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un équipement adéquat pour pouvoir faire des frappes chirurgicales bien définies. Donc, c'est là, à travers une coordination efficiente et coordonnée au niveau de la structure générale. Anissé, en quelques mots, que faut-il faire aujourd'hui pour que la force G5 Sahel puisse jouer son rôle? Bien. Le rôle que le G5 Sahel doit jouer, c'est ce rôle-là que lui demande la communauté d'humains réunis au sein du G5 Sahel. Et cette communauté, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande de s'épanouir. C'est ce que certains peuvent appeler développement. Elle demande de vivre en toute sécurité, en dignité et à l'abri des besoins. Et pour cela, pour construire l'épanouissement de ce peuple-là, il faut partir tout simplement du choc entre les matières que nous disposons, de l'énergie que nous disposons. Qu'est-ce que G5 Sahel peut faire concrètement? Oui, j'en viens. Il nous reste juste une minute. Ouais, d'accord. Il faut que les leaders, les chefs d'État se mettent ensemble, qu'ils réfléchissent à nouveau sur la dimension opérationnelle de la chose. Parce que théoriquement,
et politiquement parlant, ils sont déjà sur un bon élan. Ils sont partis se réunir ensemble pour créer le G5 Sahel, c'est important. Mais la dimension opérationnelle va au-delà de ces questions folkloriques et théoriques. Il faut qu'ils réfléchissent beaucoup plus au sens de l'opérationnalisation et qu'ils développent aussi de l'intelligence interne pour la mobilisation de fonds. Parce que Douara l'a dit, il y a un mécanisme sur la communication par exemple, mais nous pouvons aussi ajouter un autre élément. Merci beaucoup. Le thème du grand dialogue G5 Sahel, opérationnalisation difficile, une question bien sûr. Et donc nos invités étaient Boubacar Bokoum, politologue, Anissé Alamandji Gaye, directeur général adjoint du cabinet Gaïa, et Mamadou Douara, sociologue. Je suis Mohamedou Touré à la régie vidéo et audio. Nouhoum Djire Gagni Kanté. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.